Chers amis, chers collègues, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille à titre de directeur de la chaire publique alliée à cette conférence intitulée « Une ville en mutation, changement climatique et aménagement territorial », organisée en collaboration avec la chaire de recherche du Canada en aide à la décision territoriale, à l'occasion du lancement du projet de recherche Changement climatique et transformation urbaine, un projet de recherche-action pour renforcer la résilience de la communauté métropolitaine de Québec, piloté par la chaire ADT. Depuis leur apparition dans la lointaine Mésopotamie jusqu'à nos jours, la ville a toujours été un haut lieu de transformation des sociétés. Ce n'est pas d'hier donc qu'on s'intéresse aux problèmes environnementaux en milieu urbain. Déjà à Rome, certains intellectuels, tels que Pline le Jeune, se plaignaient des impacts sur l'environnement d'une des premières villes ayant atteint le million d'habitants. Ce soir, nous ne remonterons pas aussi loin. Nous aborderons plus la question de la ville de Québec. Déjà cet automne, nous avons abordé la question du vélo et l'aménagement du territoire sur ce plan de mobilité durable. Mais ce soir, on se concentrera donc sur la question de l'aménagement du territoire de la ville de Québec. Terminons en vous présentant l'animatrice de cette soirée, Mme Geneviève Cloutier, qui assurera l'animation et le débat de cette soirée. Madame Cloutier est doctorante à la chaire de recherche du Canada en aide à la décision territoriale et qui a participé notamment à la mise au démarrage du projet pour le renforcement de la résilience de la communauté urbaine de Québec. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente conférence et on cède la parole à Madame Cloutier. Alors, bonsoir. Merci, Monsieur Bélanger. En ce 29 novembre 2010, jour d'ouverture de la conférence de l'ONU sur le climat qui se déroule à Cancun, au Mexique, jusqu'au 10 décembre, il me fait plaisir de vous accueillir à ce débat. Pour dire en commençant que ce débat sert de lancement public de notre projet de recherche, une recherche qui a été entamée en septembre dernier, septembre 2010, qui est financée par Ouranos, dont le directeur est avec nous ce soir, un financement pour 2010-2013. C'est un projet de recherche-action qui est ancré dans son milieu, d'où l'intérêt pour nous de faire savoir autant à la communauté universitaire et plus largement à la communauté de Québec que nous travaillons à la question de l'adaptation de la ville au changement climatique, puis dans une volonté aussi de stimuler une prise de conscience sur ces questions-là. C'est une démarche qui vise à articuler tant les connaissances que les savoir-faire des acteurs du territoire, mais aussi de les articuler donc à celles de 6 chercheurs de l'Université Laval, 3 chercheurs de l'École d'architecture, André Potvin, Geneviève Vachon et Carole Després, de Marie-Hélène Van der Smissen du département de géographie, puis de 2 chercheurs en aménagement, Manuel Rodriguez et Florent Jorin, qui est aussi ici présent. Donc, notre démarche brièvement est divisée en 3 étapes qui vont se dérouler successivement. La première année étant consacrée à un diagnostic participatif, la deuxième à une cartographie puis une analyse des vulnérabilités du territoire de Québec, puis une troisième année où les chercheurs vont s'intéresser au design qu'on peut faire pour adapter la ville en collaboration avec ceux qui y vivent et qui la vivent. Donc, comme nous le verrons ce soir, notre projet de recherche s'inscrit dans une mouvance plus large qui voit autant le gouvernement du Québec que la Ville de Québec mettre en place des plans pour adapter leur organisation et la société plus largement au changement climatique. Puis cela se fait en grande partie en s'appuyant sur l'expertise d'Ouranos. Donc, on est très heureux de participer à ce débat que la chaire publique alliée nous permet de tenir pour souligner le travail qui est fait au chapitre de l'adaptation climatique, puis pour ouvrir la réflexion puis la discussion avec vous. Donc, sans plus tarder, je vous présente le programme de la prochaine heure et demie. D'abord, on va avoir des présentations individuelles de chacun des participants qui ont 10-15 minutes pour présenter leurs activités et leurs idées. Ensuite, on fera un échange entre les participants sur des questions que je leur soumettrai ou qu'ils se soumettront eux-mêmes pendant une trentaine de minutes. Et ensuite, on pourra ouvrir le débat à vos questions, à vos réflexions.
On commence par la présentation de M. Pierre Barry, qui est le directeur d'Ouranos, le consortium Ouranos, depuis septembre 2010. M. Barry est ingénieur et agronome. Il est diplômé de l'Université Laval et aussi de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Il possède une grande expertise en matière de gestion de l'environnement, notamment sur les ressources en eau, dans un contexte de développement durable. Alors, M. Barry, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. On va faire en 10 minutes un survol de quelques observations du phénomène. On va voir comment on peut l'appréhender. Qu'est-ce qu'on fait au Québec rapidement pour mieux comprendre ce phénomène-là? Comment c'est organisé? Et à la fin, quelques résultats préliminaires là, de nos travaux sur comment on peut mieux s'adapter, réduire notre vulnérabilité face au changement climatique. Alors, au Québec, on a, depuis une cinquantaine d'années, mesuré la température moyenne annuelle et on s'est rendu compte que ça monte gentiment. Ici, vous avez une carte où vous avez les températures moyennes annuelles d'une soixantaine de stations au Québec qui montrent que plus c'est rouge, plus il y a une augmentation de la température moyenne annuelle. Donc, vous voyez que dans le sud-ouest du Québec, on a jusqu'à 1 degré d'augmentation de température annuelle. Des hausses surtout en été et en hiver, des hausses plus marquées par rapport aux températures minimales, des hivers nettement moins froids avec plus de gel et de dégel, une saison chaude de même durée, mais quand même plus chaude, et des hausses plus importantes et soudaines dans le nord. Donc, grosso modo, ce qu'on dit, c'est que notre température moyenne annuelle a augmenté d'à peu près 1 degré Celsius depuis les 50 dernières années au Québec. Ça, c'est ce qu'on a observé. Le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat nous dit que le climat varie beaucoup en fonction des concentrations en CO2, la température. Plus il y a de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus l'effet de serre est important, plus les températures vont monter. Et eux simulent globalement le climat et en fonction de divers scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, du plus pessimiste au moins pessimiste, au plus optimiste, bien, on voit la température monter. Alors ici, vous avez quelques courbes là, qui montrent selon certains scénarios avec plus ou moins de combustion d'hydrocarbures, plus ou moins d'économie avancée, plus ou moins de population. Bon, bref, c'est des grandes hypothèses qu'on pose et on voit les concentrations monter. Et on interprète ces concentrations grâce à des modèles globaux du climat, les températures qui vont monter. Alors, selon les scénarios, par exemple, jusqu'à 2 fois plus de concentration en CO2 dans l'atmosphère, on peut avoir des augmentations entre 1,6 et 5,8 degrés Celsius de température moyenne de toute la planète. Et ça se traduit, bien sûr, par des hausses des niveaux marins qui peuvent aller entre 20 et 70 cm. Ça, c'est ce qu'on avait comme données simulées, modélisées en 2001. On raffine nos modèles, on travaille, on améliore la connaissance globalement sur la planète et on se rend compte que les scénarios les plus pessimistes, donc ceux qui montrent qu'il y aura des fortes hausses de température, bien, c'est celles qui s'avèrent effectivement se mettre en place tranquillement. Donc, on pense que ça peut être plus important qu'on peut le prévoir comme augmentation et ça peut nous donner donc des températures moyennes encore plus grandes que celles qu'on peut se l'imaginer. La communauté mondiale s'est donc dit, écoutez, il faut qu'on s'engage à réduire nos émissions de gaz parce qu'on ne veut pas que le climat s'emballe. Alors, on a un grand volet avec des engagements internationaux pour essayer de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ceux qui suivent un peu l'actualité, vous vous rendez compte que ce n'est pas toujours un grand succès. On continue gentiment à émettre plus de gaz qui continue gentiment à s'accumuler dans l'atmosphère et on voit la température monter. Donc, il y a beaucoup d'efforts de mis dans les négociations pour que les grands émetteurs américains et chinois, notamment, qui produisent près de 40 % des émissions, s'engagent à réduire leurs émissions. Mais en même temps,
On se rend bien compte que malgré tous les efforts, malgré toute l'énergie qu'on peut mettre à réduire nos émissions, la température va quand même monter. La concentration puis le cumul de gaz déjà dans l'atmosphère fait que la température va monter de toute façon. Alors, il faut déjà planifier à s'adapter à un climat différent. On dit chez nous à la blague qu'on arrêterait d'émettre maintenant du CO2, que ça nous prendra entre 50 et 60 ans encore pour voir la température se stabiliser. Donc, on sait qu'on n'est pas là, Donc, de plus en plus, cette approche est dite complémentaire, parce qu'autrefois, on avait tendance à dire il ne faut pas trop parler de s'adapter au changement parce que ça va réduire l'effort qu'on a sur la réduction des émissions. Mais là, maintenant, c'est de plus en plus dans les discussions qu'il faut mettre maintenant de l'énergie puis de l'effort à s'adapter au changement climatique. Donc, au Québec, il y a 10 ans, on s'est dit il faut s'organiser parce qu'il y a des impacts, bien sûr, chez nous. Et il y a le consortium Ouranos qui a été formé, qui est financé par le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et Environnement Canada principalement, qui sont mis ensemble pour dire on va toutes mettre nos ressources communes qui s'occupent de climat pour optimiser et avoir un meilleur effort de recherche concentré. Et donc, dès 2001, donc, le consortium a été mis en place et l'Université du Québec à Montréal, l'Université McGill, Laval et INRS sont embarqués dans le consortium et on a mis en place donc des équipes depuis 2001. Il y a une soixantaine de personnes qui travaillent à Montréal sur la modélisation climatique et sur la mesure des impacts et sur l'adaptation. Mais il y a surtout à peu près 200 chercheurs dans les différentes universités qui travaillent sur une cinquantaine, soixantaine de projets en collaboration avec Ouranos. C'est ça qui est bien important. Et au fil des années, c'est greffé ce qu'on appelle des membres affiliés, donc des membres qui trouvaient qu'il y avait beaucoup d'analogies puis beaucoup d'intérêt à travailler avec Ouranos, l'Université du Québec à Rimouski pour tout ce qui se passe beaucoup dans le Golfe, à Laval du Saint-Laurent, Manitoba Hydro, l'École de technologie supérieure et Ontario Power Generation. La mission ultime d'Ouranos, c'est acquérir et développer des connaissances sur le climat régional. Donc, on modélise très bien le climat global, puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec les données globales, on fait une mise à l'échelle pour modéliser le climat régional grâce à des modèles qu'on développe. Et on précise, on change les données, puis dans le fond, on trouve des valeurs qui sont beaucoup plus près de la réalité pour le Québec, le Canada et l'Amérique du Nord. Et la deuxième grande mission, c'est d'informer et de conseiller des décideurs dans leur politique publique notamment. Vous avez vu, il y a 8 ministères qui sont membres d'Ouranos. Pour qu'on commence gentiment à modifier nos politiques pour tenir compte de plus en plus que le climat va être différent dans 25, 30, 40 ans. Il y a deux grands pôles, deux grandes orientations de recherche, des équipes qui travaillent sur la science du climat, donc qui produisent, qui projettent les températures futures, les précipitations futures, une série de variables qui peuvent intéresser l'ensemble de la communauté de recherche. On se targue d'être parmi les 2-3 plus grandes équipes en Amérique du Nord parce que lorsqu'on simule le climat au Québec, on a besoin de prendre tout ce qui se passe en Amérique du Nord parce que ce qui se passe dans le golfe du Mexique influence le climat du Québec. Puis on travaille beaucoup avec tout le Canada, donc ce qui se passe à l'ouest du Canada demande qu'on sache ce qui se passe dans le Pacifique. Bref, on a été, je dirais, opportuniste parce qu'à Montréal, il y avait une concentration de chercheurs en sciences du climat qui étaient là et on a mis tous ces gens-là ensemble au service donc, de la modélisation climatique. Donc, ces gens-là simulent ce climat futur et produisent donc des scénarios en fonction de différentes hypothèses. Le deuxième grand champ d'études, c'est qu'une fois qu'on a de meilleures connaissances sur les températures futures, les précipitations futures, il faut mesurer ces impacts-là. Et on a une série de thématiques qui sont développées chez Ouranos qui concernent l'environnement nordique,
Donc, tout ce qui se passe au nord, avec notamment le Centre d'études nordiques ici à l'Université Laval. On a déjà vu beaucoup de changements de l'environnement dans le nord. Le pergélisol a tendance à fondre dans plusieurs endroits. Ça modifie beaucoup les infrastructures. On commence à avoir des pistes d'aéroports qui commencent tranquillement à gondoler. Donc, il y a déjà beaucoup d'impact dans le Nord qu'on mesure et déjà les équipes chez Ouranos, en collaboration avec les gens du Nord, modifient, donc, je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure, la dynamique de la vie là-bas. Les ressources énergétiques c'est également un autre volet important parce qu'Hydro-Québec est là. L'environnement maritime, ce qui se passe sur l'érosion côtière sur la côte nord, les ressources forestières, les ressources hydriques, l'environnement bâti, les écosystèmes, l'agriculture, la santé, les touristes. Donc ça, c'est tous des programmes de recherche où il y a des projets qui visent à mieux comprendre chacun des thèmes puis à mesurer l'impact et à élaborer avec les membres des stratégies d'adaptation. Quelques exemples maintenant de produits que l'on développe chez Ouranos. Ici, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure une carte sur les températures passées. Là, c'est une carte sur les températures futures. Donc, dans le premier carré, en haut ici à gauche, c'est les températures qui ont changé en comparant le futur, donc à peu près les 2050, avec à peu près le présent aujourd'hui, où on voit jusqu'à des modifications selon les scénarios, jusqu'à 5, 6, 7, 8, 10 degrés de plus de température hivernale dans le nord. Même chose pour l'été, où on a comparé donc toujours ces mêmes deux grandes plages, où on voit des températures augmenter jusqu'à 5, 6, 7 degrés pour le sud. Et on a fait également des simulations et des projections pour ce qui est des précipitations, où en hiver, il y a beaucoup plus de précipitations prévues dans le nord du Québec. À peu près la même chose qu'on dit, c'est qu'il va y avoir à peu près le même nombre de précipitations pour le sud du Québec. Par contre, où on voit des différences, c'est le couvert de neige au mois de mars. Par exemple, ici, où on voit des différences importantes dans le nord du Québec avec plus de neige au sol, mais au sud, on va nettement moins voir de neige au sol sur la partie sud du Québec. Les travaux d'impact adaptation, ce que ça donne, par exemple, ici, c'est un travail qu'on a fait à Salouit, où on a fait une cartographie des zones de glissement de terrain appréhendées dans le futur, grâce à la superposition d'informations. On a pu modifier un peu le planning de l'occupation du territoire parce qu'il y a des zones plus sensibles qui sont mises en exergue à cause de nos travaux. Un travail important est fait également avec l'industrie forestière. Ici, c'est des exemples de développement de peupliers, bouleaux, épinettes, bref, de grandes productions forestières qui vont être modifiées à cause de la température. Souvent, si on s'adapte bien, en principe, la température, ça devrait être bénéfique pour la saison de croissance de ces végétaux-là. Un autre exemple, c'est celui de la mesure des débits dans les rivières. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au Québec, les crues vont être devancées de quelques semaines. Il va y avoir des étiages plus sévères et il va y avoir des débits plus soutenus au cours de l'automne. Un autre travail important, parmi les premiers résultats qu'on a produits, c'est toute l'érosion sur le golfe du Saint-Laurent, cette île par exemple, qui va voir, parce qu'il y a moins de glace qui protège pendant l'hiver, parce que les tempêtes ont changé leur cours, l'érosion est accélérée sur les côtes, donc il faut se protéger et planifier. Un travail également, c'est à Montréal, où on a fait des cartographies de l'évolution d'îlots de chaleur sur tout le territoire de l'île de Montréal. Et on voit augmenter tranquillement les îlots de chaleur avec le temps. Et la ville, par exemple, ce que je discutais tout à l'heure, la ville a maintenant commencé un plan climat, en guillemets, où, par exemple, cet été, après 3 jours de canicule, on a ouvert des bâtiments climatisés pour les gens les plus vulnérables pour qu'ils aillent se rafraîchir dans ces endroits-là. Je termine rapidement. Un autre
travail, je l'ai à peine présenté tout à l'heure, c'est justement le changement d'équivalent en eau de la neige au sol. Alors, les skieurs du sud du Québec vont peut-être avoir de la difficulté, à mon avis, dans le futur, à skier tard, parce qu'il reste pas mal moins de neige en 2050 qu'aujourd'hui. Ouranos participe, bien sûr, avec l'effort fédéral. Par exemple, on a, pour le gouvernement fédéral, produit le chapitre Québec qui faisait l'inventaire des travaux à travers le Canada sur les changements climatiques. En conclusion, j'ai pris beaucoup de temps, le climat change au niveau planétaire, bien sûr, il change, bien sûr, chez nous également. J'ai beaucoup parlé de moyenne, mais on sait également que les variabilités dans les extrêmes vont être également affectées. On ne sait pas encore jusqu'à quelle proportion. On sait, par exemple, vous avez ceux qui ont suivi les rapports du GIEC, au départ, ils disaient oui, l'homme est responsable peut-être sur les changements climatiques. Ensuite, on a dit, à 50% près, oui, on pense qu'il y a une relation entre l'homme et le climat. Les derniers rapports vont jusqu'à 75% de certitude que l'homme influence le climat. Alors, je pense qu'à mesure qu'on va augmenter nos recherches sur les extrêmes, on va être capable plus à même de comprendre qu'est-ce qui va changer. Les impacts commencent déjà à se faire sentir. Bien sûr, au Québec, c'est déjà en place. La réduction vise à limiter l'ampleur, dans le fond, de ces changements-là. Alors, les efforts sont toujours importants. L'adaptation au changement est inévitable parce qu'elle minimise les impacts. Enfin, il faut savoir à quoi s'adapter, puis il ne faut peut-être pas nécessairement attendre d'avoir à la virgule près quelle sera la température pour déjà commencer à mettre en place des stratégies d'adaptation. Ça va passer par des solutions interdisciplinaires, multi-institutionnelles. Chez Ouranos, il y a des spécialistes en climat, des ingénieurs, des médecins, des biologistes, des statisticiens, des comptables, bref, c'est ce qui fait la force de nos travaux, c'est parce que c'est interdisciplinaire et que ça peut être un levier additionnel pour faire la promotion, dans le fond, de pratiques plus durables. Merci. M. Barry, pour ce tour d'horizon de la situation sur les changements climatiques et sur les activités d'Ouranos. Je vais passer maintenant la parole à Florent Jorin, qui est professeur à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en aide à la décision territoriale. Et ses recherches et son enseignement portent essentiellement sur les processus de décision liés au territoire. C'est lui qui pilote notre projet de recherche, donc, dont on fait le lancement ce soir. Alors, Florent, à vous. Merci. Eh bien, moi, j'ai choisi comme titre pour cette présentation une question, en fait. Donc, la question, c'est s'adapter au changement climatique, une décision facile. Et comme il se doit, lorsqu'on pose une question d'entrée, en fait, la réponse est dans la question. Là, je l'ai mis carrément en dessous de la question, c'est-à-dire que, et je réponds d'emblée à cette question-là, non, ce n'est pas une décision facile, c'est même pas une décision, c'est toute une série de décisions, et on va plutôt parler en fait de processus, de décisions complexes. Et en fait, ce que j'ai choisi de montrer ici, c'est en quoi justement cette complexité est un défi qu'il s'agit de relever concernant l'adaptation au changement climatique. Je pose un peu les bases ou le cadre en fait de notre réflexion dans ce projet. Donc, les deux grands systèmes qu'on prend en compte, c'est le système climatique d'une part et le système urbain d'autre part. Pour parler simplement, on va parler du climat et de la ville. Alors là, Pierre Barry a déjà introduit un peu ces notions, donc je vais pouvoir passer assez vite, mais le climat a un impact sur la ville, et dans ce cas-là, on parle de s'adapter au changement climatique. Et puis la ville, pas seulement la ville, mais dans le cadre de ce projet-là, c'est surtout la ville qui nous intéresse, a un impact, ou les systèmes urbains ont un impact sur les systèmes climatiques. Et là, on parle d'atténuation, c'est le terme que j'ai utilisé ici. Tout à l'heure, on parlait de réduction, mais voilà les deux notions.
C'est des notions qui sont quand même importantes parce que autour de ces questions d'adaptation ou plutôt de lutte au changement climatique, eh bien, en fait, on retrouve toujours ces deux notions. Et j'insiste aussi sur la complémentarité entre ces deux notions. Là aussi, je vais pouvoir passer assez vite. Mais comme on l'a vu, c'est que si le climat il se met en mouvement, et puis qu'on espère que les mesures d'atténuation vont nous permettre de le ramener à son état antérieur. Et je pense que c'est quand même intéressant de se demander quel est cet état antérieur, à quelle date on aimerait retrouver notre cher climat d'antan. C'est un peu une question qui se pose. Eh bien, on ne peut pas non plus demander à la ville, au système urbain, et quand je dis la ville, ce n'est pas la municipalité, mais c'est la ville et ses habitants, d'attendre juste là que les choses s'arrangent et puis de serrer les dents. Il faut aussi l'accompagner, elle, dans ce processus pour qu'on reste en fait en adaptation à un contexte climatique. Bon. Dans l'introduction aussi de ce débat, il a été mentionné que l'adaptation, ce n'est pas une question si nouvelle. En fait, et je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut se rappeler que la ville et le climat, ou disons la ville, ça est adapté à des conditions climatiques. Et pas seulement à des conditions climatiques, elle s'adapte aussi à un contexte général qui comprend notamment un contexte économique. Je mentionne le contexte économique comme exemple, mais il y a d'autres éléments de ce contexte qui est toujours en interaction avec le système urbain. Et la ville, elle est tout le temps dans une dynamique d'ajustement face à des conditions générales qui changent à certaines échelles. En fait, donc la question si effectivement la ville s'adapte au climat, donc quelles sont les caractéristiques de la situation actuelle? Alors, moi je crois et je pose en fait, et je dirais que notre projet il se base sur ces hypothèses-là, c'est que tout d'abord, une des caractéristiques, c'est de la situation actuelle, c'est la présence d'une espèce d'illusion de stabilité. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le climat a toujours été ce qu'il était et que la ville a toujours été ce qu'il était. Et ni l'un ni l'autre, en fait, ne sont restés dans cette stabilité. Et il y a cet ajustement permanent entre des conditions climatiques et une évolution aussi du système urbain. Donc, ensuite, si c'est pas, alors ce qui caractérise cette situation, c'est pas forcément le changement. On peut se dire, si c'est pas le changement, alors c'est peut-être la rapidité du changement et son intensité et son ampleur. Mais là encore, moi je dois dire que je suis pas persuadé que ça caractérise cette situation-là, parce que quand on pense au passage d'une économie basée sur le secondaire, donc une économie plutôt industrielle vers une économie tertiaire, eh bien c'est des changements qui sont aussi très rapides, très intenses et très amples, qui transforment les villes. Donc peut-être que ça non plus n'est pas une situation tellement nouvelle. Alors, où je situe personnellement l'originalité, la particularité de la situation actuelle, c'est plutôt dans le fait que pour une fois, on a de l'information sur ce qui va passer dans 100 ans. Et ça, je crois que ce n'est pas une situation qui s'est présentée souvent. Alors, même si les modèles climatiques qui sont à disposition, ils produisent encore de l'information qui est imparfaite, elle est d'une qualité qui est à peu près unique, en fait, dans l'histoire du développement des villes, probablement. Parce qu'elle est convergente et puis que maintenant on a aussi des marges d'erreur sur ces prévisions. Donc ça c'est une situation qui est tout à fait nouvelle. Ce qui veut dire que les enjeux d'adaptation, alors quels sont les enjeux de s'adapter? Eh bien, moi je dirais que la question elle devient comment allons-nous utiliser cette information? On a la chance d'avoir de l'information sur un état futur, une information qui est quand même de bonne qualité. On pourra débattre de ça, mais maintenant, comment on va la valoriser? Comment on va utiliser ce temps qu'on a vis-à-vis des changements qui seront vraiment radicaux? Ensuite, cette question, elle devient, on peut la préciser, elle peut devenir, saurons-nous tirer parti de cette information pour réduire les conséquences négatives qui semblent s'annoncer en fait? Mais je crois que c'est aussi important de rappeler que si les villes ont su s'adapter à des évolutions de contexte, eh bien souvent ces adaptations elles ont été assez coûteuses. Ça veut dire qu'elles ont eu des impacts sociaux, économiques, environnementaux très lourds. Donc en fait, si on doit utiliser l'information disponible pour se préparer, c'est
probablement plus pour réduire ces coûts de l'adaptation que pour s'adapter, parce que, en tout cas personnellement, j'ai un certain optimisme sur notre capacité à évoluer. Bon, tout ceci nous amène en fait à un défi scientifique que je considère comme immense lorsqu'on ramène la question de l'adaptation des villes au changement climatique. D'une part parce que le climat c'est un système qu'on caractérise souvent par sa nature chaotique, ce qui veut dire fondamentalement imprévisible, ou pas totalement imprévisible, mais il restera toujours une part du climat qui n'est pas en soi déterminée par autre chose que des événements en fait hasardeux. Donc, et ce système en partie hasardeux, eh bien, il interagit avec une ville qui se caractérise, elle, par sa complexité. Donc, un système où il y a énormément d'interactions et qui le rend aussi difficile à prévoir. Alors, ce défi-là, comment on peut le relever? Eh bien, il y a plusieurs approches, mais une de celles-ci, c'est l'approche dite traditionnelle, scientifique traditionnelle, où en fait, ce qu'on va faire, c'est substituer au climat lui-même une représentation du climat, donc on appelle un modèle climatique, donc ça prend la forme d'un ensemble de logiciels qui nous permettent de représenter le climat, puis on va faire de même pour le modèle urbain. Donc on va remplacer le climat et la ville par des modèles climatiques et modèles urbains. Bon, on l'a vu dans la présentation précédente, en fait il n'y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles climatiques, et puis ces modèles sont imbriqués parce qu'ils sont à plusieurs échelles. Ensuite, le modèle urbain, il n'y en a pas un non plus, il y en a plusieurs. On n'a pas encore un modèle, et je crois qu'on n'aura jamais, mais un modèle qui modélise complètement la ville. On a un modèle sur le système de transport, un modèle sur le système d'approvisionnement en eau, un modèle démographique, un modèle économie. Ces choses-là, elles ont été conçues séparément. Maintenant, on essaye de ramener tout ça, créer des ponts entre ces outils-là et dire que ça fait un modèle urbain, mais je dirais qu'il y a encore un chemin jusqu'à que tout ça soit bien cohérent. Ensuite, on rentre des scénarios, on les a vus tout à l'heure, donc on rentre ces scénarios dans le modèle climatique. Les résultats des scénarios, on aimerait les rentrer dans le modèle urbain pour identifier une série d'impacts qui seraient en fait un ensemble de problèmes à résoudre, si vous voulez. Et puis pour chaque impact, eh bien, on espère trouver les mesures qui vont nous permettre de corriger les impacts. Malheureusement, dans le contexte de la ville, cette approche-là, elle fonctionne quand même pas super bien parce que ces impacts, ils ne sont pas indépendants entre eux, ils interagissent entre eux, puis on connaît mal ces interactions, et les mesures qu'on aimerait mettre en place, elles vont aussi probablement interagir entre elles. Ça veut dire qu'une mesure pourrait rendre efficace ou inefficace une autre mesure. Donc là, il y a un défi qui est vraiment très important, en tout cas avec une approche traditionnelle. Ce schéma-là, il montre les résultats d'une discussion, d'un atelier qu'on a fait avec des représentants des municipalités, où on a fait simplement 2 heures peut-être de discussion sur la diversité des impacts des changements climatiques qui sont observés déjà dans la région de Québec. Et ça vous montre, on ne va pas le parcourir, mais on voit déjà pas mal de choses qui sont mentionnées et pas mal de choses qui sont interreliées. Donc mettre tout ça dans des modèles, ça ne va pas être une tâche facile. Donc l'approche alternative, en fait, qu'on essaye de développer au sein de ce projet, eh bien, c'est de se baser évidemment sur la modélisation climatique. On ne peut pas contourner cette question-là, mais le résultat de cette modélisation climatique, il va plutôt permettre de fixer le cadre, l'ampleur, la nature des changements qui sont à venir. Ensuite, le climat, il a sa propre variabilité naturelle, ce qui fait que pour une bonne part, les changements qui sont à venir se retrouvent déjà dans l'histoire du climat. C'est-à-dire qu'on peut se retourner sur le passé du climat pour apprendre au moins sur les questions d'adaptation. Qu'est-ce qui se passe quand tel type d'événement arrive? Les changements climatiques vont faire que ce type d'événements seront peut-être un peu plus intenses, plus fréquents, mais quand même, on peut apprendre de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un des aspects de cette approche-là. Le troisième aspect, c'est qu'on veut profiter des dynamiques urbaines. Puisque les villes se transforment, eh bien, l'idée, c'est de ne pas prendre une ville, la défaire et la refaire en ville adaptée, mais plutôt utiliser les dynamiques de la ville pour l'accompagner dans un processus qui va vers l'adaptation.
Et pour ça, notre approche se base sur le croisement des expertises, c'est-à-dire qu'on essaye quelque part de substituer cet hyper-modèle urbain qui serait à constituer, le remplacer par le croisement de regards, d'experts de différentes natures, scientifiques, pratiques, et qui ensemble construisent des solutions et préparent l'évolution des pratiques et des comportements pour une adaptation au changement climatique. Alors, en conclusion, l'adaptation au changement climatique, eh bien, c'est effectivement un processus qui est ancien et complexe, qui oblige les scientifiques à renouveler leurs approches, notamment les approches en aide à la décision, mais aussi qui offre des opportunités. Et finalement, la dernière figure, c'est une image qui a été produite par un collectif qui s'appelle Collectif Et alors, qui en fait conçoit des cartes postales d'un Paris futuriste, dans différentes villes en fait de France, mais là c'est Paris plus 2 degrés. Et puis en fait leur optique, c'est de placer la réflexion autour d'une ville qui se transforme activement pour lutter contre l'emballement climatique et qui saisit cette opportunité, c'est-à-dire que les changements climatiques deviennent aussi opportunités pour réinventer des modes de vie urbains. Voilà. Merci. Alors, merci Florent Jorin de terminer sur une note positive. On va maintenant continuer. Je vais céder la parole à Virginie Moffett, qui est du Bureau des changements climatiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Elle y travaille depuis 3 ans maintenant. Madame Moffett a une maîtrise en sciences politiques où elle s'est intéressée à l'émergence des politiques publiques en environnement. Puis, comme elle va nous en parler, elle a développé le programme Climat Municipalité. Elle travaille dans les dossiers relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi aux questions d'adaptation au changement climatique. Madame Moffett. Merci. Bonjour à tous. Premièrement, je suis contente de l'introduction parce que justement, je voulais en parler au Bureau des changements climatiques, maintenant au ministère de l'Environnement. On est à peu près une trentaine de professionnels. Puis moi, je m'intéresse, je travaille plus particulièrement avec les municipalités. Puis pour l'instant, je suis une des seules qui touche à la fois aux questions de réduction et d'émissions de gaz à effet de serre, donc d'atténuation, et également d'adaptation au changement climatique, comme vous allez voir. Donc, c'est ça. Donc, c'est assez symptomatique, justement, du fait que mon travail touche particulièrement le monde municipal. Premièrement, donc, dans ma présentation, je vais faire un survol qui permet de voir un peu d'où provient l'action du gouvernement du Québec en matière de changement climatique, donc à la fois réduction et adaptation, pour finalement vous parler du programme Climat Municipalité, des principales observations qu'on fait, plus particulièrement pour les questions d'adaptation. Et enfin, je vais conclure avec les développements à venir en matière de politique de changement climatique au gouvernement du Québec. Alors, sans plus tarder, comme vous savez sans doute, le gouvernement du Québec est engagé depuis plusieurs années à la lutte contre les changements climatiques. En fait, ça remonte à 1992, au moment de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, au moment où le gouvernement du Québec s'est engagé par décret à agir dans ses champs de compétences et notamment en créant un comité interministériel qui visait à développer les programmes et politiques pour, donc, dans différentes sphères du gouvernement du Québec. Et après ça est venu le premier plan d'action en changement climatique en 1996. On en parle très peu souvent, mais il a existé. Et dans les années 2000 également. Et à la suite de la ratification du protocole de Kyoto, en 2005. En 2006, le plan d'action sur les changements climatiques a vu le jour. Au même moment, il y a eu la politique sur les transports collectifs et également la stratégie énergétique qui était comme le cocktail, si on veut, de la stratégie gouvernementale en matière de lutte contre les changements climatiques. Jumelé à ça, il y a également eu le cadre de prévention des risques naturels du ministère de la Sécurité publique qui est venu un peu allier aussi le côté adaptation au plan d'action en changement climatique. Donc, si on décortique le plan d'action, il y a des mesures qui sont prises un peu partout dans chaque ministère qui ont également, eux, leur stratégie dans leur domaine respectif. Donc,
le plan d'action, finalement, c'est la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, donc vise la réduction des émissions à 6 % donc c'est le même objectif que celui du protocole de Kyoto, qui est de réduire de 6 % les émissions de gaz à effet de serre au Québec sous le niveau de 1990 en 2012. Pour l'instant, selon les dernières données, on est à peu près à moins 1 % de 1990 en 2008. En fait, c'est les dernières données dont on dispose. Et pour ce qui est de l'adaptation, en fait, il y a environ une centaine dans le plan d'action au changement climatique, il y a près de 100 millions de dollars qui est investi sur 6 ans pour toutes les questions relatives à l'adaptation dans les domaines de l'eau, des municipalités, et en fait, je vais en parler un petit peu plus tard, mais c'est ça, donc dans différents domaines, les forêts, etc. Donc, ce qui permet la mise en œuvre de toutes ces actions, c'est la redevance sur les carburants et combustibles qui permet en fait au gouvernement du Québec d'amasser 200 millions par année. La redevance, c'est tout simplement une redevance que doivent payer les distributeurs d'essence, vous le savez sans doute, au gouvernement du Québec à chaque année. Ça va permettre en fait sur 6 ans d'amasser 1,2 milliard de dollars, auquel s'ajoute une contribution du gouvernement fédéral qui est venue s'ajouter en 2007, qui porte le financement global du plan d'action en changement climatique sur 6 ans à 1,55 milliard. Donc ça, c'est pour la période 2006-2012. Mais comme vous savez, le Québec a déjà pris un engagement pour 2020, qui est de réduire nos émissions de 20 % sous 1990 en 2020. Donc, je vous le rappelle, on est à moins 1 % de 1990 aujourd'hui et on a un secteur aussi des transports où les émissions augmentent sans cesse. Donc, c'est un peu le défi auquel on doit faire face dans le développement de nos politiques au ministère de l'Environnement et partout ailleurs auprès de nos partenaires, évidemment. Donc, un programme qui émane du plan d'action en changement climatique et sur lequel je me suis penchée plus particulièrement, c'est le programme Climat Municipalité, en fait, qui s'adresse à toutes les municipalités du Québec, qui se divise en 2 volets. Il y a un volet qui s'adresse à à la grande majorité des municipalités au Québec, qui vise vraiment à faire un premier inventaire d'émissions de gaz à effet de serre et un plan de réduction. Et il y a un deuxième volet qu'on a ouvert aux villes qui avaient déjà fait un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre pour leur permettre de faire une mise à jour et également développer un plan d'adaptation. C'est le cas notamment de la ville de Québec, mais également de celle de Sherbrooke, de Trois-Rivières. Et il y a également Montréal et Laval qui avaient déjà fait un inventaire au moment de l'annonce du programme et pour lesquels on n'a pas encore d'entente pour le moment, mais pour Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, c'est chose faite depuis un certain temps déjà. Donc, dans le développement de ce programme-là, étant donné qu'on développait un volet adaptation, on a développé également un guide qui vise à outiller le milieu municipal à développer une planification tenant compte des impacts des changements climatiques. Donc, malgré que, comme je vous disais, le programme a été développé pour l'instant c'est un peu sous une forme pilote qui permet à quelques villes du Québec d'avoir des fonds pour développer un plan d'adaptation. C'est quand même un guide qui se voulait assez général puis qui s'adressait à l'ensemble des municipalités du Québec, pour expliquer pourquoi s'adapter, la raison de s'adapter, et également quels peuvent être les impacts qu'ont les changements climatiques sur les administrations municipales et différents services. Et également, on avait proposé un cadre en 6 étapes pour réaliser le plan d'adaptation. Donc, c'est ça. Puis, pour le moment, comme je le disais, il y a Québec qui a bien commencé, et Dominique va nous le présenter tout à l'heure, la réalisation, l'élaboration de sa planification en adaptation. Il y a également la ville de Trois-Rivières qui a déjà fait une revue des impacts des changements climatiques dans chacun de ces secteurs et également a fait une revue de tous les critères de conception des infrastructures et également a fait une recension de l'âge des bâtiments, etc. Donc, il y a déjà beaucoup de travail qui s'est fait aussi de ce côté-là. Ensuite, quels sont les défis ou les constats qui émanent après, en fait, le programme Climat Municipalité est en œuvre depuis le 1er avril 2009. Puis, à la fois pour le volet qui est uniquement réduction ou adaptation, il y a certains constats et défis qu'on peut déjà identifier, notamment, puis je pense que ça va être une belle occasion d'en parler ce soir, tout le défi
l'acquisition de connaissances, que ce soit à l'interne, donc dans les organisations, et que ce soit également toutes les connaissances scientifiques également. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est vrai pour tout le volet réduction, mais c'est que l'expertise à l'interne, dans les municipalités, il y a des municipalités de taille importante comme la Ville de Québec, mais le programme Climat Municipalité s'adresse à toutes les villes. Il y a des villes qui sont très petites, qui ont à peine un service de l'environnement. Et puis, donc pour ça, on constate vraiment qu'il y a des difficultés d'expertise, d'acquisition de connaissances à ces niveaux-là. Puis un autre défi auquel on doit faire face également, c'est toujours le défi de l'engagement politique, l'engagement des élus à agir dans ces champs-là. Et puis, ce qui est intéressant, je trouve, avec le cas de la Ville de Québec, par rapport à d'autres cas qu'on a pu observer au Québec ou dans le monde, c'est qu'ils n'ont pas attendu d'avoir vraiment une catastrophe pour agir. Et puis, c'est ce que je trouve intéressant aussi avec le cas qui va nous être présenté tout à l'heure. Alors, en fait, je vous ai parlé aussi du fait qu'il y avait quand même un certain financement qui était fait pour des mesures d'adaptation si on revient au plan d'action en changement climatique. Je ne vous ferai pas une énumération exhaustive, mais simplement vous dire que, en fait, dans le plan d'action en changement climatique, il y a quand même une enveloppe qui était décernée à lutter contre les îlots de chaleur. Tout à l'heure, Monsieur Barry nous a présenté un projet de recherche où les îlots de chaleur étaient cartographiés dans la région de Montréal. Et puis, à l'aide de cette cartographie-là, qui a permis d'identifier les îlots de chaleur, l'Institut national de santé publique a lancé un programme d'appel d'offres, en fait, pour des projets de création de fraîcheur en milieu urbain. Donc, présentement, il y a 14 projets, surtout dans la région de Montréal, mais si je ne me trompe pas, il y en avait également à Québec, qui visent à verdir et à aménager des espaces, que ce soit une densification de la végétation, de l'aménagement de stationnement public, tout ça dans le but de freiner le phénomène d'îlots de chaleur dans des endroits spécifiques identifiés. Parmi les autres mesures en adaptation, je veux dire, je pourrais vous en citer des tonnes, mais il y a beaucoup de projets de recherche et de projets d'adaptation dans le Nord pour les infrastructures de transport. Également, tout un développement du réseau de surveillance, un développement et aussi une amélioration, une mise à jour du réseau de surveillance et de connaissance du climat et de la qualité de l'air et aussi du réseau de surveillance des eaux souterraines. Et également, évidemment, un soutien qui a été donné aussi, un soutien qui est supplémentaire au consortium Ouranos, qui est un nouveau financement qui a été ajouté en 2007-2008 pour permettre de développer la programmation, surtout sur les enjeux municipaux, entre autres, l'agriculture, l'eau et la biodiversité et les écosystèmes. Et puis, en terminant, je vous dirais que le dernier développement, en fait, duquel je voulais vous entretenir rapidement, c'est la stratégie gouvernementale en adaptation qui est en plein développement et qui devrait être rendue publique à la fin de 2011, qui vise en fait à développer les orientations du gouvernement du Québec concernant l'adaptation. Alors, une revue des composants de la vulnérabilité a déjà été faite. Ensuite, il y a des groupes de travail qui se sont penchés sur la priorisation des impacts dans chacun des domaines de l'adaptation. Et ensuite, il y a eu également des groupes de discussion et des sondages qui ont été faits pour développer des solutions d'adaptation. En fait, les présenter, les mettre de l'avant. Et puis, les groupes de discussion ont été formés, en fait, dans il y a différents représentants de la société qui ont siégé sur ces groupes de discussion-là. On pense entre autres au milieu municipal, mais également à toutes les associations professionnelles, les industries également ont formé des groupes. Et puis dès janvier, là, on va commencer à travailler sur vraiment des mesures concrètes en adaptation, tout ça dans le but de développer le prochain plan d'action en changement climatique qui, encore une fois, va comprendre à la fois des mesures de réduction, mais un volet d'adaptation. On peut pas passer à côté comme on a présenté tout à l'heure. Donc, ça fait le tour d'un peu des développements et puis de ce qui a été fait là, en changement climatique
grosso modo, là, qui touche beaucoup les municipalités et l'adaptation au Québec. Alors, merci, Madame Moffett. Je passe maintenant la parole à notre quatrième invité intervenant, Dominique Aubé, qui est ingénieur forestier, qui a été responsable du service de développement durable à la MRC de la Jacques-Cartier, avant d'être responsable du dossier de l'adaptation au changement climatique à la Ville de Québec, au service de l'environnement de la Ville de Québec. Alors, Monsieur Aubé. Merci, bonsoir à tous. Alors, comme on a pu le voir, il y a une progression dans les présentations. Je vais essayer, dans les quelques minutes qui me sont allouées, pour vous présenter l'aspect concret, pratico-pratique là, de tout le volet adaptation à la Ville de Québec. Alors, ma présentation va se dérouler autour de 3 grands thèmes. Donc, je vais essayer de vous mettre en contexte les préoccupations liées au changement climatique au sein de la Ville de Québec. Également, je vais vous parler des motivations de la Ville de Québec à élaborer le plan d'adaptation au changement climatique des activités municipales. Alors, il faut bien comprendre que dans un premier temps, la Ville de Québec s'attarde à l'aspect corporatif des choses. Éventuellement, pour revenir l'aspect collectif de l'adaptation, mais pour le moment, on s'attarde à l'aspect des activités qui sont municipales. Ensuite, je vais vous présenter, comme Virginie l'a mentionné tout à l'heure, toute la démarche organisationnelle dans laquelle on s'est lancé depuis les derniers mois en matière d'adaptation au changement climatique. Pour ce qui est de la Ville de Québec, la prise de conscience par rapport aux impacts des changements climatiques remonte à la fin des années 90. Alors, très rapidement, on peut voir qu'en 97, la Ville est devenue membre du programme fédéral partenaire de la protection du climat. Et en 2002, on a mis un peu d'énergie afin de demander au gouvernement du Canada de ratifier le protocole de Kyoto. Par la suite, la Ville de Québec a procédé à un premier inventaire des émissions corporatives sur l'ensemble de son territoire. Ça s'est fait en 2002. Et depuis 2003, il y a la rédaction de bilans d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Québec qui sont compilés. Ensuite, en 2004, on a élaboré le premier plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les activités municipales, donc corporatives, pour l'ensemble du territoire. Tranquillement, on s'en vient vers l'adaptation, mais en 2006, on a réalisé l'inventaire des émissions de GES pour l'ensemble du territoire de l'agglomération. Et en 2008, on a réalisé un premier projet pilote d'adaptation qui concernait spécifiquement les activités du service de l'environnement. Et on le verra plus tard, mais c'est de cette expérience pilote-là qui nous a amené à réaliser aujourd'hui un plan d'adaptation au changement climatique pour l'ensemble de l'agglomération. Et d'ici à la fin 2010, on va également réaliser un plan de réduction des émissions de GES pour l'ensemble de la collectivité, comme j'ai dit, d'ici la fin 2010. Et le projet en particulier dont on vous parle ce soir va normalement se terminer à la fin de l'année 2011 avec l'adoption au niveau de l'agglomération d'un plan d'adaptation au changement climatique. Alors, très rapidement également, les motivations qui nous ont menés, on en a discuté un peu, là, mais on fait un petit retour sur tous ces éléments-là. On a bien compris que les changements climatiques, ça constitue un défi du 21e siècle. On ne peut pas passer à côté. Comme M. Barry le mentionnait, même si on réussissait aujourd'hui à réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre, on va quand même faire face au changement climatique pour les prochaines années. Donc, les populations et les organisations municipales devront faire face à plusieurs impacts sociaux, économiques, environnementaux pour les prochaines décennies. Donc, on n'a pas le choix. Ça devient donc primordial pour la Ville de Québec et les municipalités en général d'adapter leur façon de procéder pour, évidemment, limiter les effets ou de tirer avantage, le cas échéant, des conditions qui vont devenir nouvelles. Également, la motivation de la Ville de Québec à entreprendre ce projet-là, c'est également d'anticiper dès maintenant l'impact des changements climatiques afin d'éviter ou d'amoindrir les coûts qui seront reliés aux opérations éventuelles face à ces changements climatiques-là. Et on désire également, par ce projet-là, agir de manière stratégique et proactive en modifiant certaines politiques et les pratiques afin de contribuer à réduire et de diminuer notre vulnérabilité à l'échelle de l'agglomération.
Une chose également qu'on ne pourra pas passer à côté, c'est la modification du climat affectera également les infrastructures, les installations et les services de la Ville de Québec. Alors, on est devant une situation, soit qu'on ne fait rien et éventuellement, on va devoir payer le prix, comme on dit, pour réagir au changement climatique, ou comme les élus de l'agglomération de Québec ont décidé de le faire, c'est dès maintenant de se préoccuper et d'adapter les façons de procéder. En terminant, donc, les motivations de la Ville, comme Virginie en a parlé un peu, la lutte au changement climatique, ça se fait de façon intégrée. On s'est déjà préoccupé depuis les dernières années à l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on veut compléter maintenant notre stratégie intégrée de lutte au changement climatique en se questionnant maintenant sur l'adaptation au changement climatique. Évidemment, il y a le programme Climat Municipalité qui a été une motivation particulière, puisqu'on a bénéficié, comme Virginie le mentionnait, de ce programme de subvention-là pour réaliser et la mise à jour du plan et également notre exercice d'adaptation. La démarche d'adaptation, maintenant, c'est un processus itératif. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas énormément d'expérience au Québec dans ce domaine-là. Alors, comme on se plaît un peu à dire, on débroussaille un peu le chemin par rapport à l'adaptation. Il n'y a pas de recette tout faite. Ce n'est pas un processus nécessairement déjà réalisé ailleurs. Je parle au Québec, il y a d'autres expériences ailleurs au Canada et dans le monde, mais donc un processus itératif qui va viser à déterminer puis documenter les impacts potentiels, mais également les stratégies qu'on va devoir mettre au point pour réduire les risques les risques climatiques actuels et à venir. C'est un processus qu'on a résumé en 5 grandes étapes. La première étant l'évaluation des impacts du climat actuel. Ensuite, la définition des impacts potentiels des changements climatiques et également l'analyse des vulnérabilités. Ensuite, on réalisera une appréciation des risques dans ce projet-là et on va trouver et prioriser des options pour gérer les risques. Évidemment, on va pouvoir définir ou identifier un paquet de mesures pour pouvoir prévenir les changements climatiques. Par contre, il va falloir prioriser. Là, il y aura certainement des volontés politiques et également des éléments plus importants que d'autres qu'on va évidemment prioriser. Et par la suite, il y aura la production et la mise en œuvre du plan d'adaptation. Si on reprend étape par étape, j'essaie de vous résumer un peu les étapes là, dans lesquelles actuellement on travaille. Par rapport à l'impact du climat actuel, on cherche à identifier les événements climatiques d'importance ayant touché la région depuis les dernières décennies. Alors évidemment, lorsqu'on a commencé le projet, on s'est dit comment est-ce que la municipalité a pu faire face au changement climatique dans le temps. On a cogné à plusieurs portes. Il n'y a personne qui tient des almanachs ou l'information bien précise. Alors, on est en train de construire cette banque de données-là qui nous permet de savoir tel événement climatique a frappé la municipalité et de quelle façon. On va également classifier ces événements-là selon le type d'aléa, la durée et leur intensité, afin de décrire les impacts associés à ces événements en précisant leurs conséquences à court, moyen et long terme. Par la suite, on va devoir documenter les facteurs non climatiques pouvant modifier l'ampleur de ces impacts. On peut penser à des facteurs sociaux, économiques, etc. Dans le cadre de ces recherches-là, documentaires et iconographiques, on a relevé quelques images. Je me permets de vous en présenter 3. Donc, voyez-vous, le débordement ici de la rivière Lorette en 26 septembre 2005 a causé bien des soucis et aux services d'urgence et aux citoyens qui ont dû faire face à ces inondations-là dans le coin du boulevard Amel. Sur la rue Père-Marquette, entre le quartier Montcalm et le quartier Saint-Sacrement, on peut voir que le lendemain d'une tempête qui s'est déroulée le 1er août 2006, on a eu la surprise d'avoir beaucoup de dégâts à ramasser. Alors, on peut imaginer que les épisodes de vent violent et d'orage qui vont être de plus en plus fréquents pourront nous amener des situations comme celle-là à gérer de plus en plus. Une photo qui a été prise, si je ne m'abuse, de l'observatoire de la capitale située au sommet de l'édifice Marie-Guyard. Je crois que c'est en 2008, un épisode hivernal de smog. Alors, on va être mis devant le fait accompli de ces épisodes-là de plus en plus. Et il y a une multitude, on a relevé jusqu'à maintenant près de 250 articles, photos là, qui nous permettent de bien mesurer l'ampleur de ces impacts-là, passés et actuels.
on poursuit avec l'étape les impacts potentiels et l'analyse de vulnérabilité. Lors de cette étape-là qu'on débute à la Ville de Québec, on va chercher à comprendre les changements climatiques appréhendés ainsi que leurs impacts potentiels pour la municipalité. On va également documenter la capacité de l'agglomération de Québec à absorber les charges additionnelles imposées par les changements climatiques anticipés. Il faut bien comprendre que, je ne sais pas si je vous l'ai mentionné, mais le projet se déroule sur le territoire de l'agglomération de Québec, ce qui comprend les municipalités de l'Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures. Alors, on est en partenariat avec ces organisations-là et également des organisations externes comme le RTC. Dans cette étape-là, on va également chercher à évaluer la vulnérabilité de l'agglomération de Québec au changement climatique en fonction de son exposition aux événements climatiques d'importance, de sa sensibilité, ainsi que de sa capacité d'adaptation. Ensuite, on va apprécier les risques associés aux aléas. On va identifier et classifier ces risques-là en tenant compte de la vulnérabilité précédemment évaluée. On va évaluer et prioriser les risques en tenant compte de la probabilité d'occurrence de ces événements climatiques d'importance-là, ainsi que l'ampleur de leurs conséquences par la suite. Une chose qu'il va falloir bien comprendre, comme c'est un processus qui est évolutif et que le climat change, il va falloir bien comprendre que le risque va continuer à évoluer dans le temps, à la fois par l'amélioration des connaissances, par les facteurs non climatiques, ainsi que par les changements climatiques eux-mêmes. Les options pour gérer les risques, lorsqu'on va être rendu là en 2011, on va devoir préalablement définir et prioriser les objectifs d'adaptation pour ne pas tirer de tout bord, tout côté. Objectifs d'adaptation qui serviront évidemment à dégager les options possibles pour gérer ces risques qui auront été priorisés. Ensuite, on va identifier les options d'adaptation répondant à ces objectifs-là et on devra prioriser ces mesures-là, les mesures qui devront être mises en œuvre. Ensuite, dans certains cas, lorsque nécessaire, on réalisera des études économiques coût-avantage afin d'aider la priorisation de ces options d'adaptation-là. Lorsqu'on sera rendu à la rédaction et la mise en œuvre, étape aussi importante, on établira une vision d'adaptation à long terme pour l'ensemble de l'agglomération afin d'encadrer la planification de cette adaptation-là et on rédigera le contenu du plan d'adaptation en se basant sur les informations recueillies précédemment. On va également devoir mettre en place un plan de mise en œuvre qui va nous permettre de faire état des stratégies de diffusion et également des stratégies de communication qui devront être privilégiées. Ensuite, on va convenir d'un calendrier de mise en œuvre et des mécanismes de suivi et de mise en place parce que dans le temps, les choses évoluant, nous autres aussi, on va devoir revoir et remesurer certaines choses afin de s'adapter à ces fameux changements climatiques-là. Alors, ça fait le tour assez rapidement de l'aspect plus concret ou pratico-pratique de l'adaptation, comment est-ce que nous, on s'enligne. On est encore dans les premières étapes là, de ce projet-là et on espère bien qu'on va pouvoir peut-être amener d'autres municipalités à suivre le pas par rapport à l'adaptation. Je pense que de façon commune et conjointe, on travaille tous dans ce sens-là. Je vous remercie. Merci, M. Aubé. Merci beaucoup à vous quatre. À vous entendre, il y a des choses qui se passent, c'est actif, ça travaille tant à l'université que dans les milieux municipaux. Et en vous entendant aussi, on a l'impression qu'il y a, M. Barry le mentionnait, il y a différents experts chez vous à Ouranos qui viennent de différents horizons disciplinaires. Florent le mentionnait aussi, on essaie de croiser le climat et la ville, qui sont déjà deux univers très, très complexes et différents. Madame Moffett parlait aussi du défi de l'acquisition des connaissances, le défi de l'engagement politique, mais aussi de l'acquisition des connaissances puis des compétences pour appliquer les solutions sur le terrain. Et M. Aubé parlait aussi du processus dans la durée qui est entamé à la Ville de Québec puis qui est quand même un précédent au Québec. Je me disais qu'il y a justement un défi général d'intelligibilité de ces changements climatiques et puis de l'adaptation aussi. Puis je me demandais, vous qui travaillez d'une part avec des experts de toutes sortes, mais aussi avec les municipalités, des entreprises qui sont preneurs, si
On a encore à faire la démonstration de l'importance de ce sujet-là avec différentes clientèles. Puis aussi, si on ne peut pas s'imaginer que les municipalités pourraient être des sortes de passeurs, de passeuses pour descendre un peu le débat et faire en sorte que ce ne soit pas juste un débat d'experts. Est-ce que, M. Barry, vous sentez qu'il faut encore convaincre sur ces questions puis sur leur importance? Oui. Je pense qu'il faut continuer à sensibiliser, même si au Québec, on se targue d'être un peu champion dans le domaine de la lutte au changement climatique. Il reste que je pense qu'on n'en fera jamais assez pour sensibiliser les gens que le climat il change et que ça va affecter leur vie de tous les jours. Comment le faire? Encore là, je pense qu'au Québec, si on se compare, on peut se consoler parce qu'il y a beaucoup de groupes verts, beaucoup d'ONG qui sont actuellement des passeurs d'informations importants au Québec parce que quand vous allez ailleurs, c'est pas aussi dynamique, je vous dirais. Cependant, faut pas passer n'importe quoi. Puis il y a encore beaucoup d'incertitudes dans les données, dans ce qu'on va voir arriver. Si on prend des décisions sur des mauvaises informations, ça peut être pire, hein, donc on peut empirer un problème. Hein. La maladaptation, ça peut exister aussi. Je pense qu'on est chanceux, on développe beaucoup de connaissances, il faut bien la vulgariser, puis ça reste encore d'actualité de maintenir puis de continuer à informer et à sensibiliser les gens, autant sur le volet réduction des émissions que le volet adaptation. Ce qu'on dit souvent chez nous, c'est que la partie atténuation, c'est le domaine des hydrocarbures et de l'énergie. C'est là qu'on produit beaucoup par la combustion des gaz et des hydrocarbures qu'on émet des gaz. Donc, c'est là qu'il faut travailler. Puis du côté de l'adaptation, on dit beaucoup que c'est le domaine de l'eau qui est un peu le véhicule porteur des impacts importants, en tout cas parmi les plus grands impacts, ça passe beaucoup par l'eau. Donc, je pense que au Québec, on a eu l'habitude d'avoir de l'eau en abondance, puis on la gère peut-être pas adéquatement. Puis la grande théorie, c'est que si vous gérez mal déjà une ressource avec les changements climatiques, ça ne pourra qu'empirer. Alors, vous êtes mieux de bien gérer votre eau. Si vous la gérez bien, vous allez être résilient par rapport à un climat futur différent. Mais si vous la gérez mal maintenant, ça ne pourra qu'être pire plus tard. Il y aurait des dossiers, des domaines d'intervention qui permettraient de fédérer alors différentes connaissances. C'est un peu ce que je comprends, l'eau comme élément de Par exemple, ouais. C'est un exemple. Puis est-ce que les experts, à ce moment-là, travaillent à changer de discours ou justement de registre ou être un peu plus clair? Bon, c'est variable. Pas donné à tout le monde de faire de la vulgarisation. Hein. Les chercheurs, professeurs-chercheurs avec qui on travaille, puis les gens chez nous, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. C'est variable. Après, c'est une question de personnalité. Voilà, beaucoup. Et comment faire quand on est au gouvernement ou à l'université ou à la Ville de Québec pour justement sensibiliser les gens puis stimuler cette préoccupation-là pour l'adaptation notamment par rapport à l'atténuation, entre autres? À l'atténuation puis à l'adaptation, oui. En fait, ça passe beaucoup par aussi l'intégration si on parle uniquement d'adaptation, mais ça peut parler également de réduction, là, mais ça passe beaucoup par l'intégration de ces préoccupations-là dans les autres planifications qui existent à l'échelle locale, particulièrement en matière d'aménagement du territoire, en matière de sécurité et de santé publique, parce que quand même dans ces secteurs-là, il y a des clés, il y a des façons de faire où il y a déjà de l'adaptation qui se fait, mais faut continuer à adapter ces outils-là pour tenir compte des impacts actuels et appréhender les changements climatiques. C'est une clé qui existe également dans le milieu municipal, puis ça, je crois, en tout cas de mon travail que je fais et de mes rencontres avec les élus
des parties prenantes au niveau local, que ce sont des considérations qui sont de plus en plus présentes. Puis on l'a vu notamment quand on a fait nos consultations pour le guide d'adaptation dont je parlais tout à l'heure. Il y avait quand même des petites municipalités qui étaient autour de la table, puis il y avait énormément d'intérêt et elles se sentaient très prises, très concernées par tous les éléments qu'on soulevait. Donc, oui, je pense que c'est une des clés également de bien intégrer aux autres planifications actuelles à l'échelle locale. Donc, intégrer la préoccupation dans les pratiques aussi. Oui, c'est ça. Et dans les outils qui existent. C'est un peu ce que propose de faire le projet de recherche, en fait, de s'intéresser à comment on se sert des dynamiques urbaines. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée-là? Mais disons que moi je dirais que j'aimerais aussi développer la question sous l'angle des processus de l'aide à la décision, justement, parce qu'en fait moi je dirais on est dans une situation de risque annoncé quand même, hein, mais ce qui est aussi assez banal. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire est toujours quand même confronté à des risques, les risques d'inondation, les risques d'avalanche dans d'autres contextes, mais enfin il y a différents types de risques qui se présentent et on voit qu'il y a une espèce de, je dirais à la fois une sagesse qu'on peut lire sur le territoire et dans les pratiques, mais aussi un rapport au risque qui des fois est un peu, va au-delà de ce qu'on pourrait penser comme étant rationnel. Ça veut dire, et moi je me souviens très bien d'avoir participé, un des premiers colloques où j'ai participé dans ce champ-là, ça concernait les tremblements de terre, et puis on voyait des gens qui habitaient sur une faille, et lorsqu'on leur posait la question, enfin ceux qui faisaient la recherche leur posaient les questions sur pourquoi vous habitez là, est-ce que vous pensez déménager ou des choses comme ça, et les gens étaient très alarmés, puis on donnait l'impression que prochainement ils allaient résoudre ce problème. Et puis dans les faits, ils revenaient 6 mois, 2 ans, quelques années plus tard, puis les choses n'avaient pas bougé. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au risque qui est assez particulier et ce qu'on voit quand même, c'est que des fois, tirer la sonnette d'alarme très fort, ça peut être parfois même contre-productif. Je dirais qu'on n'a pas une réponse simple à cette question-là. Il y a un vrai enjeu sur comment mettre les choses en mouvement sans créer une panique qui pourrait peut-être être au fond, qui pourrait bloquer en fait les dynamiques. Donc ça, c'est des questions qui sont à soulever. Et c'est vrai qu'une des voies, c'est peut-être de simplement réussir à allumer des lumières dans la manière de faire, dans la manière de penser. Ça veut dire que ce soit juste un réflexe de plus. Ça veut dire que maintenant, de mieux en mieux en aménagement du territoire, lorsqu'on pense à un développement, on se dit qu'est-ce que ça donne sur la question des transports, hein? Et peut-être ce réflexe-là n'existait pas ou pas aussi clairement il n'y a pas si longtemps. Hein, on commence à gérer l'impact sur le trafic. Maintenant, il faudrait un peu de la même manière, un peu mécaniquement comme ça, qu'on se dise, au fond, est-ce que mon nouveau quartier, il est adapté ou pas? Donc, voilà. En fait, c'est plus un problème qu'une solution, mais voilà à quoi on est confronté. Puis dans ce sens-là, en fait, M. Barry, vous mentionniez aussi que peut-être que la recherche sur les extrêmes pouvait nous permettre de comprendre un peu ce qui change un peu mieux, justement. Est-ce qu'il y a dans ces extrêmes, ces risques extrêmes, quelque chose qui est un peu plus révélateur puis qui permet de forcer le changement un peu mieux? Je pense que oui, à mesure que la science puis que la connaissance va nous permettre de mieux cerner ce qui adviendra des extrêmes, on va peut-être être capable de mieux organiser notre ville. Puis, parce que ça passe beaucoup par les extrêmes, la construction, les travaux d'ingénierie. C'est parce des valeurs, justement, d'extrêmes qu'on dimensionne un tuyau, une plaine inondable, qu'on cartographie certains aspects. Et on se dit, comme le disait Florent, est-ce qu'on est capable de gérer un risque d'un événement qui revient aux 20 ans, aux 100 ans, par exemple les plaines inondables? Mais si les changements climatiques nous font dire que ces événements-là ne reviendront pas aux 100 ans, ils vont revenir aux 50 ans, aux 40 ans, ceux de 20 ans vont venir aux 10 ans, puis aux 5 ans, ça change la planification, puis ça change la notion de gestion de risque. Donc,
À mesure que je pense qu'on va raffiner, préciser ce qui va venir des extrêmes, on va peut-être être un peu mieux équipé pour mieux planifier ce qui s'appelle les infrastructures, les travaux d'ingénierie, le dur, comme on dit. Là. Les grands ouvrages. Voilà, Ouais. voilà. Puis par extrême, vous voulez dire les extrêmes de chaleur, les extrêmes... Ou de précipitation, et voilà. Les ingénieurs, ils aiment bien avoir des normes, puis des codes, puis dans leurs calculs. Alors, je pense... Puis on a commencé déjà, par exemple, le ministère des Transports a maintenant intégré une notion d'extrême dans le dimensionnement de certains de leurs ouvrages, parce que les extrêmes d'aujourd'hui, ça ne sera pas les extrêmes de demain. Puis comme un ouvrage va durer 50, 100 ans, bien, dimensionnons-le tout de suite en prévision d'un climat futur différent. Est-ce que pour la Ville de Québec, puis pour les municipalités du Québec, on est déjà à même de dire qu'il y a des risques qui sont justement, par rapport aux extrêmes notamment, ou qu'il y a des risques qui sont un peu plus grands, notamment pour les villes, justement, qui touchent plus les villes que d'autres milieux? Même si tout cet exercice-là n'est pas encore complété au sein de notre ville, il y a certaines choses qui peuvent d'emblée ressortir, entre autres les risques associés aux précipitations, donc les potentiels d'inondation. Il y a plusieurs quartiers résidentiels qui peuvent être situés à proximité de cours d'eau qui éventuellement peuvent gonfler et sortir de leur lit. Alors, on peut d'emblée penser que ces situations-là vont être plus préoccupantes. Également, comme on l'a vécu en l'été 2010, les sécheresses qui sont prolongées vont pouvoir certainement préoccuper davantage là, dans le futur les municipalités comme celle de Québec pour tout ce qui est l'approvisionnement en eau, les bassins d'apport en eau qui vont diminuer tranquillement avec l'évapotranspiration. C'est sûr que c'est des notions qui vont très certainement ressortir de notre exercice qu'on entame à la Ville de Québec. Donc, l'eau est un enjeu à la Ville de Québec aussi. Oui, définitivement. Vous avez quand même justement dressé un portrait en mouvement, puis assez optimiste des choses, laissant, donc, ne serait-ce que par le fait qu'on parle maintenant d'adaptation, laissant entendre qu'on peut aller vers du bon, il n'y a pas que du mauvais dans les changements climatiques. Est-ce que justement, en fait, je vous lance la question, est-ce que les changements climatiques peuvent aussi avoir du bon? Et quelle sorte d'opportunités ces changements-là pourraient induire, tant pour les villes que plus largement, y compris pour le secteur économique? Est-ce que vous avez déjà des pistes là-dessus? Vous avez parlé, M. Barry, de la chaleur qui pouvait être bénéfique pour certains végétaux. Oui, je pense que si le monde agricole et le monde forestier prend compte dans la planification de leurs ressources et de leurs champs, les changements climatiques, ils vont pouvoir, je pense, tirer, parce que la saison de croissance va être plus grande, bien, ils vont pouvoir modifier puis ils vont pouvoir améliorer, je dirais, la croissance de ces ressources-là. Mais il va falloir le faire en gérant l'eau correctement. Ça prend beaucoup d'eau, une plante, puis on sait qu'il y aura des impacts sur le cycle de l'eau. On vient toujours à l'eau. Mm-hmm. Et si on planifie correctement, on peut en tirer des bénéfices là-dessus. Dans les villes, on ne s'est pas encore vraiment penché là-dessus. Un enjeu qu'on n'a peut-être pas encore beaucoup étudié, mais je pense qu'on devra le faire parce que je pense qu'il va y avoir une demande là-dessus. C'est ce qu'on appelle un peu la biodiversité urbaine. On a des grands travaux chez nous sur la biodiversité en milieu naturel, puis qu'est-ce que le climat va avoir comme impact au Québec, c'est 95 % de la nature. Comment les espèces, puis quel genre de changement on va avoir, mais il y a peut-être aussi dans les villes des endroits où il y a des îlots de biodiversité qui vont peut-être subir cet impact-là et comment on va l'appréhender. Ça va probablement être un futur champ de travail là, pour maintenir un minimum de biodiversité dans les villes. Les plaines, là, je pense à Québec, les plaines, quand même un endroit vert, là. Il doit y avoir une certaine biodiversité là. Est-ce que les changements climatiques vont modifier cet écosystème-là, puis positivement, négativement, il y a encore un champ de recherche important, là.
Monsieur Jorin, qu'est-ce que ça veut dire de profiter des dynamiques urbaines, en fait, pour s'adapter? Ben, en fait, c'est vraiment... moi, quand je suis rentré un peu je me suis intéressé à ces questions-là, j'ai eu quand même l'impression que... parce que la problématique, elle est partie quand même justement un peu comme l'histoire aussi d'Ouranos, ça veut dire de la modélisation du climat d'abord. Puis après, la question c'est petit à petit intéresser aux conséquences de ces changements climatiques qui commençaient à être de mieux en mieux renseignés. Donc, et quand ça a commencé à toucher le sol, le territoire, l'aménagement, les villes, j'ai eu l'impression que la question de l'adaptation, elle était un peu abordée justement en se disant, on a une ville qui est inadaptée, il faut changer la ville et en faire une autre ville qui est adaptée. Et si on a un peu d'expérience dans les pratiques territoriales, les pratiques d'aménagement du territoire, on sait que ce genre d'approche, parce que c'est pas la première fois qu'on aimerait changer la ville, hein, ça veut dire pour qu'elle soit moins dépendante de la voiture, enfin il y a beaucoup de choses qu'on aimerait changer comme ça d'un coup, mais c'est pas comme ça qu'on arrive en général à les changer. Donc si on se dit on n'a pas la capacité, le pouvoir de mettre ces transformations d'un coup avec l'argument des changements climatiques, alors il faut trouver une autre voie. Et cette autre voie, c'est se dire, utilisons l'énergie de la ville, ça veut dire l'énergie du changement, l'énergie des modifications, pour aller dans une direction qu'on souhaite qu'elle suive. Donc c'est ça l'idée de profiter de cette dynamique-là. Mais c'est vrai que, et peut-être que l'image que j'ai montrée finalement, là, cette image de Paris, quelque part, les changements climatiques permettent aussi de changer la réflexion autour des questions environnementales. C'est-à-dire que peut-être que je m'avance un peu, mais jusqu'à maintenant, s'occuper de l'environnement, c'était parce qu'on avait bonne conscience. Ça veut dire c'était une automotivation pour ces questions. C'est-à-dire, on aimerait que notre mode de vie y consomme moins, parce qu'on trouve que c'est mieux, de ressources, de biodiversité, des choses comme ça. Là, il y a un intérêt plus direct. Ça veut dire qu'en plus de ça, le rapport à la question environnementale, on le fait parce qu'on voit bien que si on ne le fait pas, on aura des problèmes. Donc, il y a un rapport peut-être à la question environnementale qui évolue au travers des questions de changement climatique. Donc, c'est peut-être l'occasion, l'opportunité de repenser la ville, effectivement, comme le collectif et alors se propose de le faire dans une vision plus artistique. Y compris d'intégrer dans les outils déjà existants cette préoccupation-là. Puis on parlait d'adaptation des grands ouvrages, mais est-ce qu'on peut aussi penser à des mesures d'adaptation plus fines, plus petites, à plus petite échelle? Puis qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement, une mesure d'adaptation, alors? Penser à différentes choses, entre autres revoir toutes les cartographies de zones à risque sur le territoire d'une municipalité de façon un petit peu plus fine ou de façon un peu plus à jour pour moduler, disons, les différents règlements d'urbanisme en conséquence. Ça peut être une mesure d'adaptation pratico-pratique qu'on devra pour une mettre ville. en place. Oui. Puis à l'échelle individuelle, maintenant, vous qui êtes aussi des individus qui évoluez dans la ville, est-ce qu'il y a des gestes auxquels on peut penser pour s'adapter ou ça reste l'affaire des gouvernements et puis des organisations plus larges? Moi, je pense, je peux me lancer, je pense qu'au niveau collectif, comme je le disais tout à l'heure, éventuellement, on va se questionner aussi qu'est-ce que l'ensemble de la collectivité peut faire pour s'adapter. On peut penser juste à la rationalisation de l'eau potable en période de sécheresse. Ça en est un exemple. C'est sûr que les municipalités vont mettre en place des avis, des obligations de faire attention, mais éventuellement, les citoyens par eux-mêmes peuvent faire attention à cet aspect-là. Ils peuvent penser sur leur propre mais leur propre terrain, mettre en place des jardins d'eau qu'on va appeler pour essayer de recueillir l'eau de pluie pour éviter que tout le monde envoie par ruissellement les eaux de gouttières dans les égouts pluviaux, etc. Donc, ça peut être des exemples de mesures d'adaptation individuelles que la collectivité pourrait éventuellement mettre en place. Mm-hmm.
Est-ce que vous pensez aussi à des modèles de villes? Est-ce que vous auriez en tête des exemples, des inspirations de villes? Notamment, est-ce que le gouvernement du Québec s'est inspiré d'autres expériences ailleurs, en Europe ou en Amérique? Bien, certainement, quand on a développé le guide pour aider les municipalités là, à développer un plan d'adaptation, on s'est beaucoup inspiré de tout ce qui se faisait, beaucoup en Australie, au Royaume-Uni également, en termes de tout ce qui est gestion des risques climatiques. Donc, oui, on s'en est inspiré, mais au point de vue d'exemple local, de ville, je peux pas j'ai pas un souvenir spécifique en tête, mais on s'est beaucoup inspiré de ces cas-là. Oui, c'est ça. Puis en fait, pour développer également, on s'est beaucoup inspiré, pour développer le programme, entre autres, on s'est inspiré de ce qui se faisait ailleurs, notamment en France, avec les plans climat territoriaux, plans énergie-climat territoriaux qui intègrent vraiment bien la question réduction et adaptation ensemble. Mais au point de vue des villes, je sais pas si vous avez des exemples. Moi, j'en ai moins directement. Ben, moi, je pense qu'au Québec, on est champion de la théorie, mais on a de la difficulté à mettre en pratique. Puis on a beaucoup de compétences, puis on a beaucoup de grandes sciences, mais c'est dans la mise en œuvre après qu'on a beaucoup d'obstacles et de défis à remonter. Et puis, heureusement, il y a des villes comme Québec là, qui vont un peu plus loin que les autres pour faire débroussailler le chemin pour cette partie mise en œuvre. Là, mais en général, on est plus frileux. Dans beaucoup de domaines, en tout cas, en environnement, on est des grands parleurs, des petits faiseurs, hein, c'est clair. Merci beaucoup à tous les quatre.